9h06 en ce 29 avril 2025, mardi 29 avril, lendemain d'élection. On en parle un petit peu de ces élections. Je dois vous dire qu'on a tenté par tous les moyens de rejoindre beaucoup de candidats et de candidates. Le candidat défait, entre autres, dans Longueuil-Saint-Hubert, le député, en fait, le comté de la station. Denis Trudel va nous parler dans les prochains jours, cela dit. Donc, j'ai tenté de rejoindre Nathilien Joseph. Je me dois de le dire en ouverture. On aimerait bien ça pouvoir lui parler puisqu'il deviendra notre député. Puis il y a une tradition de proximité avec nos députés ici dans le comté, peu importe l'allégeance. Et là, on nous dit, j'ai rejoint son conseiller aux relations publiques qui nous dit, je m'occupe plus de la campagne de M. Joseph, moi. Alors, je dis, très bien. Alors, il me répond, je dis, comment on peut rejoindre M. Joseph? Il me dit, vous appelez son bureau de comté. Fait que je dis, c'est quoi le numéro de téléphone de son bureau de comté? Je ne sais pas. Alors, je l'ai félicité. Je dis, félicitations, merci de la gentillesse que vous démontrez, d'une part, et merci, et bravo d'avoir fait en sorte que M. Joseph soit élu sans qu'on ait pu faire connaissance avec lui, sans nous l'avoir montré. Il m'a répondu, merci beaucoup. Ouais. Alors, sur ces bonnes paroles, bienvenue à vous qui nous écoutez. On a ici, autour de la table, puis on aura aussi un intervenant venu de l'extérieur un petit peu plus tard, Jean-Marc Léveillé, qui se joindra à nous. Peut-être des surprises aussi au cours de cette émission, parce qu'on a lancé des perches à gauche, à droite. Peut-être qu'on aura des candidats vainqueurs ou défaites et vainqueuses, là, vous me suivez. Alors, Sébastien Saint-François, bonjour. Salut. Chroniqueur du jeudi matin. Oui. Chroniqueur du lundi matin, Patrick Clown, bonjour. Bon matin, bonjour. Et notre journaliste, l'inestimable rien de moins, Benoît Normand. Bonjour. Et puis, on aura Jean-Marc Léveillé, collaborateur du jeudi aussi, qui se joindra à nous un petit peu plus tard, qui avait des engagements un petit peu plus tôt. Donc, vers 9h30, on va tenter de le rejoindre. D'abord, oui, on avait annoncé cette victoire des libéraux. C'est-tu dans le sac, là? On peut-tu prétendre, Benoît Normand, que c'est dans le sac ou c'est pas encore terminé? Oui, je pense, à moins qu'il y ait vraiment un grand revirement, je pense que ça va être un gouvernement minoritaire, quoique c'est pas encore réglé partout, mais la tendance fait en sorte que ça devrait rester probablement autour de 168. Fortement minoritaire. Hein? À 4 sièges d'une majorité, là, c'est quand même quelque chose. Oui, c'est rare comme ce genre de situation. Ça ne manquerait pas grand-chose pour qu'il soit majoritaire. Une autre coalition? Hein? Une autre coalition? Penses-tu qu'on s'en va vers ça? J'espère que non, parce que s'ils n'ont pas appris, Jack Mead-Singh, je pense qu'il a perdu son élection en bonne partie en raison de sa proximité de Trudeau. Puis Trudeau, on sait ce qui est arrivé aussi. Hein? Fait que on n'a pas cette tradition-là ici de gouvernement de coalition avec des pactes puis des ententes. Là. On négocie à la pièce. Les sondages nous laissaient, les libéraux, en fait, disaient que les libéraux gagnaient ça sans problème. Oui, que, au niveau des intentions de vote, les pourcentages, mais au niveau de la répartition du Parlement, on parlait de 186, 188 attends une minute, excuse-moi, mais souviens-toi, à un moment donné, c'était 220 sièges qui accordaient aux libéraux. Oui, mais pas cette semaine. Non, mais ensuite, ça a déçu. Oublie pas, on parlait de 188 hier. Là. Exact. C'est quand tu m'as coupé. Bon, ça, c'est Patrick Clown que vous venez d'entendre. Puis c'est pas ça pantoute qui va arriver. Là, on est à 168, Patrick. Souviens-toi, il y a 4 semaines, en début de campagne, je t'avais dit la fable de La Fontaine. Je me souviens plus de ça. Non, tu te souviens pas? Non, qu'est-ce que tu avais dit? Le lièvre et la tortue. Et je voyais que M. Carney était lièvre. Il était parti jusqu'on avait des projections à 220 sièges. Maintenant, il n'y a pas la majorité. Oui. Et il y en a 20 sièges qui ont perdu en Ontario. Mais maintenant, le renard et le corbeau, ou le corbeau et le renard, est-ce que M. Poilièvre a laissé tomber son fromage? Ça, c'est la grande question du jour. Depuis janvier, en tout cas, ça a été ça, je pense. Oui, mais il faut quand même réaliser qu'ils ont gagné une vingtaine de sièges. C'est quand même pas rien. Puis si tu regardes le pourcentage du vote... Plus de 40 Plus de 40 du vote. En temps normal, on avait un gouvernement conservateur là, qui se pointait ce matin. On disait que M. Harper avait gagné à 39 à 41, le plus haut qui est allé. Là, c'est 42. Ouais. Moi, en fait, c'est drôle. Hein? Ce qu'on va découvrir, c'est que tu peux être un non-élu et premier ministre, mais tu ne peux pas être un non-élu chef de l'opposition. Oui, c'est compliqué. Ça va demander qu'il laisse... Quelqu'un va devoir laisser son siège, c'est ce qu'on veut. Exact. On a déjà vu ça, Robert Bourassa, qui avait perdu dans Verchères à une époque, puis ensuite qui est allé se présenter dans Ville-Saint-Laurent. C'était pas dans Mercier qu'il avait perdu, Robert Bourassa? Non, je pense que c'était ici sur la Rive-Sud. Oui, c'était dans Bertrand. OK. Il a perdu dans Mercier aussi aux mains de Gérald Godin.
à une certaine époque. C'est M. Bourassa qui a perdu, non? Je n'ai pas ce souvenir-là. OK. Mais il avait perdu ici. Puis, OK. Oui, il avait perdu dans Bertrand, Bon, qui j'ai était rêvé le ça. comté de Boucherville et... Puis- OK, j'ai rêvé ça. Ce coin-là. OK. Ouais. Mais est-ce que c'est l'image de M. Poilievre qui en a peut-être le plus souffert dans cette élection-là, de dire que, déjà, il n'est pas élu dans son comté, et ensuite, est-ce qu'il a été vu comme un premier ministre ou simplement comme un chef de Je pense que l'opposition c'est ça, dans ça? moi. C'est l'image qu'il dégageait du début jusqu'à la fin. On lui critiquait de ne pas avoir d'équipe autour de lui. Ça va être qui son prochain ministre des Finances, son prochain ministre de... C'était lui, dans des gros rassemblements, oui, en effet. Mais je lisais dans la presse ce matin, puis c'est un peu ça le problème. Ils ne sont pas capables d'aller grappailler au centre de l'électorat. Mais moi, c'est ce que le sud de l'Ontario, tu sais, on veut Carney pour affronter Trump, on veut un adulte dans la pièce, mais le sud de l'Ontario, où est l'acier, où est le secteur automobile, où est beaucoup d'industries, ont clairé le NPD puis les libéraux. Alors, tu Il y a sais, un message, là. il y a quelque chose. Puis M. Poilievre qui a perdu dans Carleton, c'est la région d'Ottawa, ce sont des fonctionnaires. On le voit à là. l'écran ici, plus 12 en Ontario, les conservateurs. Oui, tout à fait. Il y a eu des gains. Il a fait Mais des gains. monsieur Poilievre, les fonctionnaires ont eu peur de son arrivée à cause des coupes annoncées et présumées aussi. Bien, oublie pas, la région d'Ottawa puis l'Outaouais est quand même très rouge depuis toujours. Hein? Alors, Mais M. Poilievre est là depuis combien 20 d'années? ans, j'en 20 ans. conviens. 2004. Il y a un message. Ils ont mis envoyé. les ressources. Ils ont mis toutes les ressources. Ouais. Moi, je connais beaucoup de gens qui ne pouvaient plus tolérer les libéraux, mais qui avaient cette même réaction envers M. Poilievre. Donc, ils étaient vraiment divisés à savoir où ils allaient aller voter. Moi, ma grosse déception, c'est que dans cette élection-là, on n'a pas parlé des 52 milliards qu'on paye par année en intérêts. On n'a pas on n'a pas parlé des 2 millions de citoyens qui sont arrivés sans qu'on ait les ressources. On n'a pas parlé des portes tournantes du système de justice. On a évacué tous les enjeux intérieurs. tout, ça, Tous les on a enjeux parlé- canadiens évacués. C'est devenu autour de Donald Trump. Puis M. Carney, il va avoir à gérer ça. Là. Le logement, c'est bien beau. Là. Il a promis plein d'affaires, mais là, il promet des baisses d'impôts. Ouais. Il promet ci, il promet ça. On va hausser les dépenses militaires. On va se ramasser avec un déficit de 60 quelques milliards par année. Bon. Là, le vrai travail Les commence. garçons, j'ai ici, là. Lors de l'élection de 1976, Gérald Godin... 76. OK. Premier mandat, Oui, Bourassa. c'est ça. Bourassa a été battu dans Mercier par Gérald Et Godin. Bertrand, c'est le deuxième. Il Il est Ouais, allé ça. en France après ça, pendant un certain temps. Oui, puis il est revenu après. Puis il est revenu, puis il s'est fait battre dans Bertrand. T'as raison. ça. T'as raison. Puis ensuite, il était à la Ville-Saint-Laurent, puis c'est là où il a continué. Ça a été Fait le que t'as Bourassa encore plus- 2.0. C'est ça. Toi, tu étais dans le 1.0. Oui, c'est moi, pour ça je suis qu'on une- ne suivait pas. Je suis une vieille Switch. Ben oui, c'est ben ça, oui. je te dis. Hey, parlons d'ici. On va se faire une série de pubs. Il faut payer vos salaires, les gars. Bon. Et puis, au retour, on va parler d'ici. On va parler de la Rive-Sud, le profil qui change, oui et non. Un peu. On a rajouté un peu de rouge ici. On a mis un petit peu de bleu pâle là. On a enlevé. Bref, on revient là-dessus. C'est toujours avec nos invités, notre panel qu'on a créé de chroniqueurs avec notre journaliste également, chroniqueur politique. Il reste 1600 votes postaux, nous dit-on. Donc, dans Longueuil-Saint-Hubert, on nous dit que si le bloc remonte de 200 à 200, Nathalien-Joseph et les libéraux, on va en recomptage. C'est pas joué encore. C'est pas joué. Excuse-moi, monter de 200 Oui. ou atteindre 200? Plus 200. Plus au 200. final, au 200. final. Oui, donc plus c'est- 200. c'est- Parce que là, le libéral, là, ce matin, est à plus 400 quelques. Exact. Oui. Donc, C'est pas joué, mais Non, c'est c'est ça. pas joué. C'est serré. C'est très, très faut- serré. L'avez-vous vu venir, cette affaire-là, Nathalien-Joseph, Eh, sans mon faire campagne, avec tout ce qu'on a lu à son C'est sujet? quelque chose. hein. Oui. Mais les sondages sur la Rive-Sud ne se sont pas tellement trompés. On est vraiment proche de ce qu'on pouvait voir sur Canada 338 dans les dernières semaines. En effet. C'était serré. On a vu qu'entre M. Joseph et M. Trudel, ça a parti de loin. Il y avait un 15, même à un moment donné, 17 points d'écart. Puis on s'est rapproché plus la campagne avançait. Les deux étaient proches du 40 puis finalement, c'est le Mais c'est résultat quand même qu'on a un eu. phénomène, là, parce que le libéral, je m'excuse, mais il était absent, puis Oui. on a entendu parler de toutes sortes d'affaires à ce Absent, Oui, c'est ça. ils l'ont caché. Oui, ils l'ont caché. Oui, Il tout était à fait. absent. On devait l'avoir la Ouais. semaine dernière, vendredi dernier. C'est comme à Saint-Bruno, ouais, puis, là, il n'est jamais venu. le candidat libéral à Saint-Bruno aussi. C'était un gain pour le Parti libéral. Oui, bien sûr. M. Ntumba. Il là, n'était pas le évidemment. plus présent
de ce que j'ai entendu Mais de Charles, c'était pas le plus présent. il est venu au débat. Il est venu quand au moins, même, oui, puis, c'est ça. bon, on lui souhaite la meilleure des chances. Puis bon, comme M. Carney, il est nouveau. Il faut donner la chance au coureur. Tout à fait. Il lisait ses lignes, mais on le sentait investi, puis on sentait une volonté d'être là aussi. Puis son salut, cette affaire-là, c'est le contraire. En fait, je ne demande pas mieux que de rencontrer M. Joseph, parce que, comme je le disais un petit peu plus tôt, il y a une tradition ici, peu importe la couleur, il y a une proximité, puisque oui, la radio est là. Puis même chez nous, je veux dire, à Pierre Boucher, les Verchères, les Patriotes, là, oui, c'est Xavier Bersalou-Duval qui a remporté, mais le libéral, qui est un jeune qui est sorti de nulle part, est arrivé solide deuxième de ce que j'ai vu. Là. Laurent de Casanova. De Casanova. Oui, tout à fait. Un gars d'Ottawa. Il est arrivé solidement deuxième. Mais qui a travaillé beaucoup, qui connaissait la politique, qui connaît le tabac. Puis il disait, si je suis élu, je déménage ici. Là. Ben, j'espère. C'est ce que je veux, mais il était au courant de bien des affaires, puis je le sentais très allumé. Un jeune de 26 ans. Il a remporté, en tout cas, les derniers chiffres que j'avais vus, Bersalou-Duval était à 13 000 cucs, puis il était à 10 000, lui, là, le libéral. Donc, il y a des jeunes. La beauté de cette affaire-là, c'est qu'il y a des jeunes qu'on a découverts. Je pense aussi à Béritanne Hurdet, qui s'est présentée dans Charlemagne, qui n'a pas gagné, évidemment. C'était contre Mme Romanado, mais une jeune femme de 28 ans, très, très allumée également. Donc, je pense qu'on va faire avec ces gens-là aussi dans les prochaines années. Mais on a vu que les enjeux locaux n'ont presque pas eu d'importance, malheureusement, dans cette campagne-là. National, local, ça a été Trump tout le long, puis qui va nous défendre? J'ai hâte de voir, là, parce que... Pas sûr que Carney va mieux gérer Trump que n'importe qui. Trump n'est pas gérable. On ne sait jamais le matin ce qui peut se passer avec lui. Oui, mais je pense que c'est dans la façon, dans l'art de nous servir... Parce qu'on le sait, là, c'est sorti. De servir un peu, comment dire, les résumés de leurs entretiens, quoi qu'on a vu que on avait arrangé la vérité. On a appris quelques jours avant le vote que Trump avait soulevé l'histoire du 51e État avec Carney pendant son appel du 28 mars. Des gens qui ont voté ça? Probablement pas, mais pour la suite des choses, ça sera intéressant. Le cadre financier a eu un impact avec 130 milliards de sorti déficit. Le samedi de Pâques. Je peux comprendre que les conservateurs l'ont présenté après le vote par anticipation, mais comment je peux dire? Carney a eu de la difficulté avec l'honnêteté. À Brookfield, on n'a pas déménagé. J'étais pas là quand ils ont déménagé à New York. Il y a eu plusieurs erreurs de parcours. Moi, j'ai donné un surnom, Sneaky Carney. Je trouve que c'est ça, justement. Il y a quelque chose de, pas de malhonnête, mais de cachotier là, chez lui. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu justement une erreur de stratégie de la part des conservateurs de ne pas le présenter plus rapidement, le plan? Le plan financier, justement pour contrer puis mettre de la pression sur Carney en disant voici ce qu'on a à proposer. Moi, je trouve ça inacceptable. J'en ai parlé avec ici la semaine passée. Je trouve ça de part et d'autre de nous présenter des cadres financiers aussi tard. Pourquoi on a choisi ça? Parce après les débats, après le vote anticipé. On voulait aller à une élection depuis quand même un bon bout de temps du côté des conservateurs. J'imagine qu'on s'était quand même penché de façon très, très sérieuse sur un cadre financier. Pourquoi nous l'avoir présenté à la fin, en dernier, comme ça? Mais ils ont présenté quand même, durant tout le cours de la campagne, tous les jours, il y avait quand même une annonce politique, sans nécessairement parler de Trump. Et c'était l'accumulation de ces différentes annonces quotidiennes qui est arrivée avec le cadre financier. Est-ce qu'il aurait dû amener ça avant le vote par anticipation? Probablement. Je pense que les gens auraient au moins vu les impacts. Il y a toujours... Le NPD et les libéraux parlaient toujours dans les méchants conservateurs, l'agenda caché, les coupes qui allaient venir potentielles. C'est sûr que quand tu es 62 milliards en déficit lors du dernier exercice, une des premières choses que M. Carney va devoir faire après avoir créé son cabinet, c'est un budget, parce qu'on était au printemps, donc il y a l'année fiscale qui s'en vient, discours du trône et tout. Puis je crois pas que le NPD est prêt à retourner en élection. Là. Si tu as eu ce qu'ils ont eu, ça veut dire que dans toutes les circonscriptions, la majorité des circonscriptions au Canada, ils n'ont pas eu leur dépôt, ils n'ont pas eu leur remboursement de leurs dépenses électorales parce qu'ils ont eu en bas de 10 du vote. Pour eux, financièrement, ça va faire très mal. Ah, c'est sûr. Et donc, eux ne sont pas prêts à aller en élection. Ils n'ont pas de chef. Aussi, là, ils ont perdu 10 sièges. Ils ne sont pas prêts non plus à y aller. Là. Alors là, savoir, est-ce que M. Poilièvre
prend un siège en Alberta ou quelque chose comme ça. C'est ça qui va arriver. Hein. Probablement. Lui, il ne va pas abandonner, ça c'est clair. Il l'a dit hier soir, je crois qu'il va vouloir se présenter. Ce qui va être intéressant, c'est que les conservateurs ont habituellement 1 an avant une élection et 1 an après une élection un congrès. Alors donc, il y aura congrès avant. Automne avant 2026, automne 2026, il devrait avoir un congrès en quelque part. Bon, si ceux et celles qui sont tannés chez les conservateurs de Pierre Poilievre disent ça existe, là. Mais c'est le temps, là. Oui, mais je ne suis pas sûr s'il va y avoir un vote de confiance. Ça pourrait être une chose qu'il puisse avoir à ce moment-là. Oui. C'est-à-dire, tu n'es pas sûr si il y aura vote de confiance ou si lui va passer à travers le vote de confiance. Je crois qu'il devrait avoir un vote de confiance au prochain congrès. Les membres pourront... Là, je répète, on parle avec Patrick Clown. D'après toi, il ne passera pas le vote de confiance? Non, mais j'aimerais qu'il y en ait un, justement, pour donner une chance aux membres de s'exprimer. Est-ce que les membres... Il y a beaucoup de candidats ont été frustrés de la façon que Jenny Byrne, la directrice de campagne nationale, a géré les différents dossiers des nominations. Elle s'est gardée sans circonscription où elle a placé ses pions. Ça a frustré bien des gens qui voulaient aller en investiture ou qui voulaient s'investir un peu partout dans le... Alors, est-ce que ça va être dans un congrès où ça pourrait jouer du coude? Ça pourrait être intéressant à voir. En tant que tel, mais je pense pas qu'il va vouloir... qu'il va être éjecté comme a été M. Scheer, comme a été M. O'Toole. Okay. Je pense pas que ça va se produire. Il ne reste plus de monde. Puis, tu sais, y a-tu qui serait prêt à lever la main? Bon, non, mais d'autant plus qu'il a réalisé des gains au final. Ah oui, non, il a livré. Là, oui, mais il n'a pas gagné. Non, il n'a pas gagné, mais il a réalisé des gains dans les circonstances. C'est pas rien. C'est parce qu'à l'automne dernier, on avait l'impression que ce serait un raz-de-marée. Ben oui, c'était donné jusqu'à temps que Justin Trudeau quitte, c'était dans le sac. Là. Mais Justin a étiré son plaisir. Hein? Revenons en septembre, là, il y a eu les 3 partiels qu'ils ont perdus. 2 conservateurs, un NPD, où Jack Mill a dit « je déchire l'entente ». Puis malgré ça, durant l'automne, il a voté avec les... Jusqu'à un certain point, il a payé la note. Là. Et Carney, les libéraux, ont réussi l'exploit de faire oublier la décennie de Trudeau. Justin, oui. Dans l'électorat. Ben parce qu'on a parlé on a parlé de rien. Ben non. Mais s'il n'y avait pas eu, je pense, s'il n'y avait pas eu Donald Trump comme menace, je pense pas tout autre chose. Complètement différent. Exact. Parce que même si Carney cette campagne est historique d'une certaine façon. Parce que là, il y avait un ennemi qui n'est habituellement, on parle jamais. Et un ennemi qui s'est manifesté hier puis qui a dit votez pour moi. Exact. Je vais baisser vos impôts de moitié. Il faut le faire. Voulez-vous voter pour un peu? Ah, c'était pour ça. Il faut le faire. À 2027, probablement, 2 ans, on va avoir une autre élection. Parce qu'il y a une moyenne de 18 mois, c'est quoi? 18 à 24 mois, c'est la norme, à moins que... Est-ce qu'il y aura une nouvelle négociation? Est-ce que le libre-échange avec les États-Unis et le Mexique, est-ce que tout ça sera négocié à ce moment-là? C'est 2026, l'année de renégociation. Alors, je crois qu'ils vont vouloir y aller tout de suite, revoir moi, si j'étais le gouvernement, j'attendrais parce que Trump est en difficulté. Là. Ses cotes de popularité sont en baisse. Les milieux financiers commencent à grogner parce qu'ils voient bien que ça ne marche pas, ces affaires. Les chiffres sont sortis hier, sa cote de popularité. Moi, j'attendrais avec Il va les poursuivre. Jusqu'à temps qu'il soit en position de plus grande faiblesse, Trump. Moi, je ne vois pas l'urgence d'aller renégocier malgré ce que M. Legault dit. Moi, je ne comprends pas parce que dans 1 an, Trump, il va être plus faible qu'il est aujourd'hui. Là. Mais les mi-mandats aux États-Unis, c'est en 2026. Ouais. Alors déjà, mais il n'est pas encore rendu là. Moi, je pense qu'il va persister, il va continuer, lui, Trump. C'est pas ça que... Absolument. À moins que les Chinois pognent là où ça fait mal puis décident de continuer à vendre les obligations ça va du lui Trésor. faire mal. C'est ça. C'est les marchés qui vont décider. Marchés obligataires. C'est les marchés qui vont dicter. Là. Tout à fait. Alors, on s'arrête un petit peu. On va se joindre à nous Jean-Marc Léveillé dans les prochaines minutes. Jean-Marc, on le rappelle, est aussi chroniqueur. Donc, le jeudi, chez nous, à 8h35, c'est un café avec Léveillé, bien sûr. Donc, il est à l'extérieur, prendre un café, sans doute, en nous parlant. Donc, on s'arrête un petit peu. Je vous rappelle qu'on est, si vous vous demandiez de qu'est-ce qui parle, on est au lendemain d'une élection fédérale. Tiens donc, ce sont nos chroniqueurs et notre journaliste avec qui nous parlons ce matin. On revient sur cette affaire-là, bien sûr, où il y a eu des surprises quand même. Bon, à l'autre bout du fil, Jean-Marc Léveillé, notre chroniqueur du jeudi, 9h32. Bonjour, Jean-Marc. Bonjour, messieurs. Comment allez-vous?
Ça va bien. As-tu gagné tes élections? Ah, boy. La première des choses, Charles, c'est pas de mes affaires. Quiconque essaie de penser que j'ai gagné des élections va se tromper. Donc, tu sais, j'ai toujours à cœur d'être un peu plus neutre et basé sur l'analyse. OK. Donc, ce sont, comme mon père disait à l'époque, c'est les candidats qui gagnent les élections et pas les électeurs et les électrices. Tout à fait, mais en même temps, je pense qu'hier, les électeurs et les électrices ont traduit des préoccupations à travers le Canada qui étaient très intéressantes parce que j'ai commencé dès le début au dépouillage, puis j'ai trouvé ça assez intéressant de voir commencer par les maritimes qui étaient comme, je dirais, statu quo ou à peu près. Mais hier, ce que j'en ai retiré de tout ça, c'est que les chefs ont fait leur job, mais ils n'ont pas tenu compte de ce qui était la préoccupation première, qui était la question de l'urne, M. Trump. Et dans l'histoire des élections fédérales et provinciales, quand la question de l'urne est éludée ou qu'on essaye de la changer, je pense que c'est un échec à chaque fois. Et donc, hier, ce qu'on a pu voir, c'est que, bon, il s'était partagé. Par contre, il y a des chefs qui se sont peut-être réveillés avec un mal de tête là, sérieux. Si je pense à Jack McSing, qui, lui, on s'entend, là, a été quasiment rasé d'un océan à l'autre, si on peut appeler ça comme ça. Et les conservateurs qui ont fait une assez bonne campagne, à mon point de vue, mais qui, au Québec, ont perdu un certain nombre de plumes, puis je te dirais que je m'attendais à ce qu'ils fassent une meilleure performance, mais non, puis l'analyse que j'en fais, c'est que le style abrasif du chef ne passe pas au Québec comme style politique. Et quand ça passe pas, parce que moi, j'ai entendu beaucoup d'électeurs me dire, ben, tu sais, pas là, quand il veut enlever les pailles plastiques, puis quand il veut remettre... qui veut garder le pain en santé dans son sac de plastique, ça, c'était quand même un haut fait d'armes de la campagne. Et tu sais que quand quelqu'un aspire à être chef d'État, doit élever le sujet, si je peux appeler ça comme ça, mais quand tu t'en fâches d'un paille, je suis obligé de te dire que tu auras les pâquerettes. Et ça peut être fatal, surtout dans une course qui peut être très, très, très serrée. Et quand je regarde, pour ce qui est du Bloc, quand j'analyse le Bloc, malheureusement, le Bloc, ce que ça a transmis, surtout sur la couronne nord, la couronne sud, c'est qu'en situation de crise, les gens ne votent pas pour le Bloc en situation de crise. Ils vont voter pour un des deux autres partis en mesure de prendre le pouvoir parce qu'ils veulent s'assurer que la prise va être bonne. Et celui qui a sauvé les meubles, c'est Mark Carney. Et puis Mark Carney, à mon point de vue, a fait une campagne, je dirais, ordinaire, mais une campagne qui a été orientée en même temps sur une équipe qui démontrait qu'il était capable de pouvoir se confronter aux Américains. Donc ça, c'est ce que j'en ai tiré hier. Puis je me suis dit, ça va être intéressant de voir maintenant comment tout ça va se coaliser, parce qu'à mon point de vue, le NPD, d'abord, en premier, les choses vont vouloir être reconnues comme parti politique. Donc, il va y avoir des conditions. J'imagine que M. Carney va pouvoir avoir un poids, un élément de négociation avec eux, d'autant plus qu'ils vont se retrouver avec des problèmes financiers assez sérieux. On a vu... ça va être sérieux. Patrick, réagis à ce que tu dis. Mais moi je me souviens, je pense en 2011, où le NPD avait refusé au Bloc le statut de parti officiel en Chambre. Mm-hmm. Et le Bloc, cette fois-ci, va tout faire, si je peux me fier au nez de M. Blanchet, à éviter ou empêcher que le statut soit accordé. Ben oui, parce que lui, il veut avoir la balance du pouvoir solide puis la visibilité. Puis, on est à 5 du compte, là, quand même. 7 versus 12 pour être parti reconnu. Dans la vague orange, à l'époque, là, le Bloc l'avait sur le cœur que le NPD leur avait empêché le statut. Et je suis pas sûr que le NPD va l'avoir aussi facilement que ça. Ben, je suis d'accord avec toi, mais on s'entend que les négociations d'individu à individu, ça va marcher. Donc, si c'est pas la reconnaissance, ça va être au moins un support. Et à partir de ce moment-là, ça peut changer parce que la dynamique
cette dynamique-là, à mon point de vue, va s'installer là, dans les prochains jours. Puis surtout qu'ils ne traîneront pas. Là. C'est-à-dire l'action vis-à-vis du gouvernement américain va devoir prendre forme assez rapidement. Et il y a aussi le Parti conservateur qui se retrouve un peu avec un chef non élu. Là. Ça va amener, tu le sais, vous le savez tous, du grenouillage. Il y a toujours des gens qui aspirent. Et ceux qui étaient un peu... parce que vous savez, dans le Parti conservateur, le fait que le chef a fait un one-man show pendant à peu près toute la campagne, ça lui a fait perdre son avance au départ. Il y avait une avance quasi insurmontable. Et au lieu de présenter une équipe, il s'est présenté. Puis ça, c'est assez fatal dans une élection. Il a misé sur lui beaucoup, beaucoup, beaucoup. On devine qu'il y avait une équipe à ses côtés. Jamais je croirais. Il y avait des gens valables qu'il ne nous a jamais présentés. Là. Juste au Québec, là, on a des candidats conservateurs de longue date, de grande qualité. C'est tel M. Paulus, entre autres. Oui, et on les a même pas ou à peu près pas entendus. On a vu Paulus, excuse-moi, on a vu Paulus, c'est Deltel a été un pro-Charest à l'époque. Il y en avait d'autres aussi là, qui avaient... Mais on les a pas... Mais nationalement, on les a pas vus comme Mélanie Joly ou Champagne ou whatever, parce que c'était une campagne de chef. Alors, si tu aspires à gérer un gouvernement et à confronter une puissance qui s'appelle les États-Unis, démontre que tu as une armée interne pour pouvoir le faire. Si tu ne le démontres pas, la population ne le sent pas. Patrick. Mais moi, excuse-moi, mais je veux juste... Tu sais, Marc Miller, ils l'ont caché. Moi, je suis allé dans l'île des Sœurs, j'ai vu, pour les libéraux, j'ai vu, il y avait une petite pancarte, là, chandelle sur un poteau. Fraser, l'autre gars qui avait l'immigration puis ensuite le logement, ils l'ont caché aussi en Nouvelle-Écosse. Alors, de dire que les conservateurs ont caché leur tête d'affiche... C'est normal, ils en ont caché quelques-uns, les libéraux, mais les conservateurs, on les a pas vus, les têtes d'affiche. C'est un parti d'un seul homme, j'en conviens. Ça, c'est... Mais c'est pas juste ça qui lui a nuit, non? Non, mais ça n'a pas aidé. Ça n'a pas aidé, mais c'est pas... Ça a ajouté à cette espèce d'image très, très corrosive du chef. Et je remets quand même en contexte, il a fait des gains. Mais Trump... Il a fait des gains, mais on a l'impression que c'est une défaite à cause de tout ce qu'on pouvait penser à l'automne. C'est ça. Oui, mais messieurs, vous savez, moi, je dis toujours, c'est comme au hockey. Si tu ne scores pas dans le goal adverse, malheureusement, il n'y a pas de revenez-y. Tu as perdu la game. Puis là, la game a été perdue pour les conservateurs. Donc, et pourtant, ils avaient 20 points d'avance. Il avait 20 points. Mais sur Trudeau. Oui, c'est ça, comme Trudeau. Avec Trudeau comme adversaire. Et sans Trump. Parce que Trump, même le jour du scrutin, Trump a fait un tweet sur Truth Social. Alors, Trump s'est inséré. À la fin de la journée, c'est Trump qui a gagné l'élection. Puis il y a eu le gars qui voulait. Mais en position de faiblesse. Quand je vous ai dit tantôt que la question de l'urne, c'était ça, les autres chefs avaient à s'adapter à ça. Oui, tu peux parler du logement. Oui, tu peux parler de la baisse d'impôts. Oui, tu peux parler de tout ça. Mais au bout de la ligne, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dois faire? Puis en même temps, pour tous les chefs, c'est la question de l'urne qui omnibule toute la population. Donc, si on s'était focusé là-dessus, à mon point de vue, sur l'ensemble des autres chefs, Jack Singh nous parlait de la santé. Ben oui, mais on pensait que c'était une préoccupation. Mais c'était pas la préoccupation principale. C'est parce que c'était compliqué, sachant qu'il serait pas le leader. Donc, d'arriver puis d'essayer d'être dans l'opposition contre Trump, ça devient compliqué. Ce que j'entends de Jean-Marc, tu penses que si s'était plus concentré, ces gars-là s'étaient plus concentrés sur Trump, il y aurait peut-être rajouté des comtés? C'est ce que Doug Ford a fait. Mais c'est la première fois en 65 ans, 66 ans, que 85 du vote va à deux partis. Donc, tu as quelqu'un qui a plus de 40 du vote qui n'a pas gagné. On a eu des gens qui ont gagné avec 33. Là. C'est pour ça que... Et c'est pour ça que ce que je vous mentionne, c'est que ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que la question de l'urne, là, c'est vraiment capital si tu veux te positionner. Et si tu veux conserver tes positions, ou du moins ne pas trop perdre, donne au moins c'est quoi ton alternative, qu'est-ce que tu vas contribuer à faire. Parce que si tu ne le mentionnes pas,
Ben, c'est certain que là, à ce moment-là, les gens disent, ben, il ne contribuera pas, ou du moins, il ne fait pas partie. Exemple, tu sais, si je reprends le Bloc québécois, le Bloc québécois dit, ben, moi, je vais protéger le Québec, les intérêts du Québec. À partir du moment où tu dis, je vais protéger les intérêts du Québec, ben, c'est que à un autre niveau, faut que je protège la sécurité même du Canada parce qu'il y en a un au sud qui veut rentrer. C'est tellement disproportionné que ça devient pour le citoyen là, des ouais. Je m'en vais comme choisir entre au moins deux. C'est ça qui fait que ça se polarise. C'est qu'à un moment donné, c'est que ça devient moins pertinent comme alternative. Et si ça devient moins pertinent, ben là, c'est certain que tu t'en vas vers un parti, les gens vont choisir un parti qui a des chances de gouverner. Hey, je me trompe ou non, c'est un 3e gouvernement minoritaire consécutif. Oui. 2019, 2021, 2025. Est-ce qu'on est polarisé à ce point au pays, si on le compare à nos voisins du Sud? Là, Monsieur ils Carney, sont polarisés, on l'est nous autres aussi d'une certaine façon. je crois que la différence au vote populaire, c'est 200 000 votes. Quelqu'un a le gouvernement pour 200 000 votes. On se souviendra de Trump 1.0, c'était quoi? 45 000 votes entre le Wisconsin puis la Pennsylvanie. Bon. Alors là, pour 200 000 votes, t'as pas le gouvernement. Et tu as un pays fractionné en plein, tu sais, là, solide. Alors, quand M. Carney, hier, parle des Fort McMurray, il y a un problème, là. Il va falloir qu'il s'occupe de l'Ouest, puis c'est pas dans son ADN. Il peut bien dire qu'il a vécu à Edmonton, mais c'est pas dans l'ADN des libéraux. Puis quand tu entends Guilbeault dire que son programme fonctionne, et ce que je trouve intéressant, la seule province qui a voté vraiment libéral où ils ont fait des gains, c'est la seule province qui a encore une taxe sur le carbone. Ouais. Regardons là, la réalité. Là. Alors, M. Carney a un grand défi. Il sait qu'il y a un parti qui n'a pas de chef, puis un autre parti qui n'a pas de chef, mais qui n'a plus d'argent, puis qui n'y a plus de structure. Ouais. Puis la stratégie du Bloc québécois, ça va être quoi maintenant? Là? Est-ce qu'on se met juste en opposition, puis on répète ce qui est arrivé à l'automne dernier, ou on essaie de faire des gains? Comment on se positionne? PSPP fait quoi ce matin, là? Ses amis, ses confrères souverainistes viennent je dirais pas manger une volée, mais ils ont quand même un recul important. Alors lui, à la veille d'une élection provinciale, comment il va structurer son truc? On vient de voir que les souverainistes ont décidé d'appuyer le gouvernement canadien pour faire face à Trump au lieu de s'afficher pour... C'était quoi? Pour protéger son acier, son aluminium. On s'arrête là-dessus. On a des pubs, puis Jean-Marc doit nous quitter. On va voir, est-ce que c'est simplement, une élection? On a voté libéral en se bouchant le nez, comme tu dis souvent, puis ça veut rien dire, parce qu'on avait peur, tout simplement. On voulait pas que ce soit M. Poilievre qui s'adresse à M. Trump. C'est-tu juste pour ça? On est-tu devenu du jour au lendemain des fédéralistes? Il faut le considérer aussi. Je ne pense pas. Mais bon, tu as raison de dire que Denis peut-être Trudel, on ne s'attendait pas qu'il qu'il perde dans Longueuil. Là, mais c'était déjà au programme. On l'entendait depuis quelques semaines. Oui, mais... Jean-Marc... C'est ce que je vous disais tantôt. C'est que pour le Bloc, comme pour PSPP, quand tu es en crise, est-ce que tu es en crise nationale? Est-ce que c'est l'alternative? Et est-ce que le message que tu transmets correspond aux préoccupations des citoyens? Et ça, c'est la question qu'ils doivent répondre. Merci beaucoup de ton apport à cette émission spéciale. Je ne serai pas là. C'est mon remplaçant Desvarmeaux qui y sera. Tu lui apportes un décaféiné, il ne boit pas de café. Ah, il prend pas de café. C'est-à-dire, il prend du déca. Tu lui apportes un déca. OK. Bye. Merci, à plaisir. Bye. On s'arrête un petit peu, le temps d'une courte pause, puis on est de retour. Je vous rappelle qu'on est avec nos chroniqueuses. Non, ils ne sont pas là, les chroniqueuses. Je fais les deux de façon systématique. On est avec nos chroniqueurs, donc du lundi, du jeudi, et avec notre journaliste également. Sébastien Saint-François, Patrick Clown et Benoît Normand autour de cette table. On remercie Jean-Marc Léveillé qui vient de nous quitter. Bref, on revient évidemment sur ces élections fédérales d'hier. Donc, qui donne, jusqu'à preuve du contraire, là, qui donne le Parti libéral gagnant, mais minoritaire. Tout ça pour ça, hein?
tout ça pour ça. Je pense qu'on n'avait pas le choix, là, parce que Oui. le gouvernement sortant n'avait plus vraiment sa légitimité Oui, tout à là, dans fait. les circonstances. Il fait quoi, le premier ministre, là, Carney? C'est quoi son premier geste aujourd'hui? Il appelle doit M. faire Trump. quoi? C'est le premier geste, tu penses? Je sais pas. M. Macron a fait un tweet là, disant qu'il voulait être coude à coude, tu sais, avec toute la thématique Oui, elbows up. Oui. Alors, écoute, Monsieur Singh, qu'on voit à l'écran, va pouvoir maintenant utiliser sa Maserati sans trop se cacher. Et, Ça, c'est chiant, dire ça. Patrick a toujours la femme innocente. Alors, juste blague à part, M. Carney doit être content que les 7 sièges NPD vont être qu'il y a de besoin. Ouais. Parce que faire une coalition avec le Bloc va vraiment mal passer dans le restant du Canada. Puis ça aurait été pour lui un défi de taille, surtout dans une situation où le vote est si divisé à 200 000 votes de différence, de devoir faire une coalition avec Blanchet. Ça passerait pas très bien. Puis ouais. pensons à l'Ouest aussi, pensons à Mme Smith. Ça va être quoi? Comment ça va Danielle s'organiser? Smith aussi. Elle doit être en beau fusil, elle, là, ce matin. Oui. Là. Oui. On sait qu'elle ne voulait plus rien savoir des libéraux, hein, puis elle va être prise encore à délai avec les libéraux. Hein. Est-ce que les libéraux vont visiter nos amis NPD et leur demander, voulez-vous devenir des libéraux? Est-ce que, tu sais, pour ramener le, tu sais, là, dans le débauché, Il y là, a puis des en ramener... racontages possibles, il y a des choses aussi possibles. Dans Mais Terrebonne, on voit, là, c'était quoi, une trentaine de voix, puis ça pourrait virer de bord. Il restait une boîte à Est-ce que compter. tu avances, Patrick, qu'on pourrait être témoin de la fin du NPD? Oui. Ben, le Parti NPD, politique? dans le cas de M. Singh, peut-être son plus gros de sa campagne, c'était toujours la santé. Hein? C'est une juridiction provinciale. Ah oui, absolument. Tu sais, alors, peut-être qu'il peut Il était un ancien député provincial en Ontario, dans la région de Brampton. Est-ce qu'il va aller en Colombie-Britannique se présenter avec le gouvernement NPD provincial? Je ne sais pas. Le NPD a une vedette montante qui est le premier ministre du Manitoba. Oui. Mais est-ce que lui veut aller un rassemblement de 7 personnes qu'on peut mettre dans une cabine téléphonique ou tu veux être premier ministre d'une province? Ouais. Alors, tu sais, il y a ça à bâtir. Mais Ah est-ce non, qu'ils vont c'est toujours ça. est-ce qu'ils vont toujours être bloqués au Québec, finalement? Autant on a l'impression que les conservateurs que le NPD, c'est presque... toute la région de Montréal, ce serait presque un mystère pour ces deux partis-là d'essayer de séduire l'électorat. Est-ce qu'un jour, on va pouvoir revenir à quelque chose qui... on peut penser à l'époque de Brian Mulroney, entre autres. Est-ce qu'on veut un jour, on va se retrouver avec un conservateur du Québec, peut-être même, comme chef du parti? Il y a eu un moment... moment simple, à un moment donné où il y avait le candidat Oberman dans Ville-Mont-Royal qui a pris l'avance sur M. Husfather. Oui, Ça, c'est le vote juif qui en avait contre les positions palestiniennes du gouvernement Trudeau. Alors, ça a passé un certain moment, puis éventuellement, M. Husfather a gagné. Moi, je pense que Montréal a toujours été comme un mur, là, autant que pour les conservateurs dans la région de Québec, Montréal, ayant été candidat à quelques reprises sur la Rive-Sud, c'est un mur extrêmement difficile. Il y avait juste le Bloc qui était capable de pénétrer, puis ça, c'était dans l'est de l'île de Montréal. Moins dans l'Ouest, oui. Et Laval, mais où tu as une présence anglophone, c'est clair que le Bloc aura un grand défi. On voit le phénomène au provincial aussi. L'île de Montréal, Oui, c'est c'est une bastion sûr. libérale. Puis même Toronto, même pour les conservateurs, Toronto, ça n'a pas été non plus la ville en tant que telle, ça a resté presque majoritairement libéral. Les grandes villes Oui, c'est ça. avec des, on va dire, les progressistes, hein, Montréal, Ottawa, Toronto, jusqu'à un certain point, Winnipeg et Vancouver, oui. c'était la présence. Puis tout ce qui était du rural ou du banlieue, ça changeait c'était les conservateurs, oui, eux avaient vraiment une présence. Alors, est-ce que... Tu sais, je trouve ça intéressant. On a vu que l'Ontario a toujours gardé cette tradition d'avoir une couleur à Toronto puis une couleur à Ottawa. Est-ce que, je reviens à tout à l'heure PSPP, est-ce que les Québécois voudraient avoir un PSPP à Québec et un libéral à Ottawa pour un contrepoids? Ça va être intéressant de voir comment eux vont se détailler. Les libéraux provinciaux n'ont pas
un chef encore. On voit M. Blackburn commence à prendre, avoir du vent dans les... C'est pas tout le monde qui va vouloir à M. Pablo. Alors, ça va être intéressant de voir comment ça va se placer là, pour la prochaine. Ouais, la donne va être changée. J'ai bien l'impression. Ah, absolument. Ça va être, les libéraux, quoi qu'on dise, reviennent toujours au galop. Oui, je mais, pense, hein? mais je ne sais pas s'ils vont être capables de séduire des candidats beaucoup pour justement Dépendamment affronter... qui va être choisi comme chef. Ben voilà, c'est ça, exact. Ouais. Il y a tout cet enjeu-là. Tu as même ma petite blague tout à l'heure. Tiens, j'en ai une pour toi. Vas-y. Combien de députés défaits bloquistes vont se trouver un job à Ville-de-Longueuil? Le Sénat des séparatistes, ça a toujours été la ville de Longueuil dans ses différentes... Tu penses? M. Bigra, à un moment donné, est arrivé là, communication. Sa femme est allée communication RTL. Puis là, tu sais, il en avait toute une série. Mais là. je pense pas que Denis Trudel, du jour au lendemain, va se retrouver... Non, mais t'es rien. Tu sais, t'as quand même plusieurs... Longueuil a toujours... Parce que ce que ça a été, depuis Caroline Saint-Hilaire, a toujours été un havre pour des... Oui, mais un chum, c'est un chum. Ça, c'est libéral, mais ça peut être bloquiste aussi. Ça a une connotation négative, ça. Oui. Là. Non, mais c'était d'anciens collègues, alors que là, ben, c'est pas tout à fait la même affaire. Ouais, mais là, je parle non seulement des députés, mais aussi de leurs équipes, là, les staffers, là, l'entourage. Oui, il y a tous les employés. M. Trudel il y a ferait beaucoup de un monde. excellent candidat péquiste à la prochaine élection, mais il semblerait que ça l'intéresse plus ou moins. Moi, ce qu'il m'avait dit, c'est qu'il n'était pas intéressé nécessairement à avoir le pouvoir. Maintenant, est-ce que ça peut changer dans un contexte... Il y a du différent? temps pour Mais réfléchir. Il y a le temps en masse de Ben, oui, c'est en tout cas, ça n'a pas l'air réfléchir, d'être ça, c'est réglé. sûr. Là, le vote postal, tu disais, 1600 voix, ça peut changer. Peut-être que ça peut changer encore, mais c'est ça. Est-ce qu'il y aura le temps de réfléchir à son avenir et peut-être décider de faire le saut en politique provinciale si jamais il y a une opportunité? Bon, Parce que c'est sûr qu'il y mais aura ce que tu viens de dire est important. Avoir le pouvoir et être en opposition, là, c'est pas les mêmes C'est complètement obligations. différent. Ben C'est non, exact. autant vis-à-vis le public, mais tes électeurs. Parce que là, pourquoi tu peux pas m'aider à faire ça? Pourquoi tu peux pas? Pourquoi? C'est beaucoup plus exigeant d'être Ben oui. au pouvoir. Parce que tu as les Oui. outils. Puis en même On temps, s'attend à ce tu as que le fardeau de la Puis tu preuve. contrôles En même pas. temps, il y a un piège Exact. là aussi. Ben oui. Ah ben merci de votre présence, Sébastien Saint-François, Patrick Clown et Benoît Normand. On salue également Jean-Marc Léveillé. Merci de nous avoir écoutés. Ben, restez à l'écoute du FM 103.3 toute cette journée, voilà, au lendemain des élections. À demain, tout le monde.